voilà, vous nous entendez? Est-ce qu'on vous entend, Monsieur De Stéphanie, cette fois? Alors moi, je vous entends très bien. Eh bien, super. Eh bien, on y va. Donc, à vous de jouer. Je vous cède tout de suite. Bonjour à tous. Voilà. Et je remercie Mathieu pour cette sympathique invitation parce que les échanges des précédents intervenants étaient très intéressants. L'armée de terre, c'est 130 000 femmes et hommes, avec une particularité. On pense toujours dans l'imaginaire public qu'on fait carrière dans l'armée de terre. En revanche, ce n'est pas le cas, puisqu'on a 75% de nos soldats qui sont en CDD. Donc un turnover très important, et ce qui nous contraint à recruter 16 000 soldats par an. Donc un chiffre, pour tous ceux qui font du recrutement, c'est un chiffre considérable, et donc qui nécessite de gros efforts pour atteindre ce challenge, parce qu'en fait c'est primordial pour l'armée de terre et la nation, puisqu'en fait si on ne recrute pas ces soldats, en fait c'est les missions de l'armée de terre qui ne pourront pas être remplies. Voilà pour l'aspect présentation générale. Et donc, du coup, sur l'aspect diagnostic concernant la question de l'attractivité, c'est quoi les problématiques à l'armée de terre chez vous? Parce qu'en fait, c'est vrai qu'on vous a un peu sollicité et Mathieu m'a dit, mais oui, ce qui est intéressant à l'armée de terre, c'est que justement, on a affaire à des personnes où il y a une notion d'engagement, et effectivement, on se dit que normalement, quand on va postuler dans l'armée, c'est quand même, voilà, il y a une question du sens et de l'engagement. Donc, est-ce que vous confirmez ça, ou au contraire, vous dites, non, finalement, on est comme les autres un peu? Alors, on est comme les autres, pas à 100%. Les jeunes qu'on va recruter, on les recrute sur le marché de l'emploi, et on est en pleine concurrence avec les entreprises qui veulent recruter ces jeunes. Quand vous êtes sur des volumes de 16 000 soldats, vous ne pouvez pas espérer recruter dès le départ des jeunes qui sont à 100% motivés pour le métier des armes. C'est impossible. Dans le ratio, vous me parliez à peu près de 2000 personnes par an sur les 16 000 qui sont peut-être un petit peu motivées par l'engagement, mais la très large majeure partie des gens vient avant tout chercher un job. Oui, alors c'est un ratio complètement arbitraire. On n'a pas de chiffres vraiment consolidés là-dessus, mais c'est ce qu'on peut se dire. C'est-à-dire que si on recrutait 2 à 3 000 soldats par an, effectivement, on aurait la possibilité de recruter des jeunes qui, dès le départ, sont hyper motivés pour devenir militaires. On en a qui nous disent moi, je n'aurais pas fait autre chose. Mais sur un volume de 16 000 soldats, il faut bien être réaliste. On ne peut pas atteindre 100% d'hyper motivés dès le départ. Et quand vous parlez d'un taux de turnover très important et de CDD, est-ce que c'est c'est lié, je dirais, à la structure même des métiers de l'armée de terre, ou est-ce que c'est parce que les gens, tout simplement, ne renouvellent pas leur CDD, n'ont pas envie de continuer? Non, alors c'est complètement lié à la structure de l'armée de terre. Si vous voulez, pour partir 6 mois au Sahel, quand il fait 45 degrés à l'ombre, porter toute la journée un sac de 30 kilos et combattre, parce que c'est quand même induit dans la mission, c'est pas un sport de masse. Donc, on est obligé d'avoir un âge moyen dans l'armée de terre assez bas. On est aujourd'hui à 32 ans d'âge moyen. Donc, ça nécessite, notamment sur les postes de combattants, de renouveler régulièrement les soldats. C'est comme les joueurs de foot où ça peut durer 10-15 ans, pas plus? Sur certains métiers, oui, on peut le dire comme ça. Ouais. Et puis en plus, après, vous avez la pyramide des grades qui fait que vous êtes obligé de renouveler les effectifs. Un turnover complètement assumé par l'institution,
par la nécessité d'avoir une population jeune au sein de l'armée de terre. Par contre, vos CDD, ils ne durent pas 15 ans, ils durent combien de temps? Eh bien si, ils peuvent même durer jusqu'à 20 ans. C'est une particularité Okay. du ministère des Armées de pouvoir proposer des CDD renouvelables 3 ou 4 fois. C'est quoi l'idée? C'est d'éviter de rentrer dans les emplois publics à vie, ou c'est une politique de gestion, ou c'est quoi le... Là, je me permets peut-être je sais pas. Il faudra peut-être interroger le DRH du ministère des Armées pour répondre à cette question. Oui, il y a certainement... ça permet d'offrir, même si c'est un petit peu en dehors du droit des travail et ailleurs, ça permet d'offrir une certaine souplesse aux armées dans leur gestion RH. Voilà. En tout cas, 16 000 personnes par an, c'est colossal, comme vous l'avez dit. Et donc, pour vous, c'est terrible, marque employeur et influence. Donc, comment vous faites? Et parce que c'est une espèce de cercle vicieux, parce que du coup, recruter tout le temps des gens, puis des gens ayant des aptitudes en termes de savoir-être et savoir-faire, ça doit être super compliqué. Donc, comment vous faites? Alors, vous avez dit le mot central, c'est le travail sur la marque employeur. On en a beaucoup parlé jusqu'à maintenant. J'ai trouvé d'ailleurs l'enquête que vous avez menée au niveau de Medicop très, très intéressante. C'est à mon avis, le point central, c'est le travail sur la marque employeur. Alors un point, nous on s'est forgé des convictions là-dessus, hein, mais ça vaut pas évidemment parole d'évangile, mais moi, je suis convaincu que la marque employeur n'est pas une affaire de communicants, mais c'est vraiment un processus RH. Processus RH qui doit permettre de répondre à 2 questions. Qui sommes-nous comme employeurs et comment souhaitons-nous nous positionner sur le marché de l'emploi? Donc ça, c'est un élément important parce que sinon, on est condamné à subir le marché du travail, dans le sens où si on ne répond pas à ces 2 questions, on va être dans des opérations ponctuelles, on va être dans des one-shots, dans des campagnes de communication, mais on ne sera pas sur un processus de fond, un processus qui vous permet de vous interroger, et c'est ce que j'ai beaucoup apprécié dans les 3 précédents intervenants, c'est vraiment qu'ils ont montré qu'en fait, il fallait s'interroger sur qui on était comme employeur et être prêt à faire évoluer ces processus pour être le plus attractif possible sur le marché de l'emploi et aussi être capable de fidéliser le personnel qu'on souhaite fidéliser. Ça, c'est à mon sens primordial. Après, vous pouvez bien sûr, il y a bien sûr la façon dont on va diffuser cette marque employeur qui est très importante. On mène des campagnes de marketing, recrutement assez fortes pour pouvoir être présent sur le marché de l'emploi. Mais si vous n'avez pas cette base de marque employeur solide que vous avez construite avec intelligence, eh ben, vos campagnes de marketing, de recrutement, elles seront complètement inopérantes. Et donc, pour conclure, du coup, si je dois vous demander la réponse à cette question de la table ronde, le salaire est-il le seul levier de l'attractivité dans vos métiers? Qu'est-ce que vous nous répondriez? Ah bah alors, si c'était le cas, on serait complètement hors jeu sur le marché de l'emploi. C'est pas un secret. Si vous voulez faire fortune ou même avoir un très bon niveau de vie, c'est pas dans l'armée de terre qu'il faut venir. Non, c'est vraiment, on l'a évoqué, hein, c'est vraiment la capacité que vous allez avoir à donner du sens aux missions que vous proposez au niveau des candidats au recrutement, le sens, la considération que vous allez porter à ces jeunes. Les jeunes aujourd'hui, alors ça a toujours existé, hein, mais quand on dit oui, aujourd'hui les jeunes sont plus en attente de ci et ça a toujours existé, mais le marché de l'emploi n'était pas le même. Donc le sens, la considération, l'implication des managers, hein, parce qu'il ne s'agit pas de faire des promesses employeurs et puis que dès que
à l'expérience collaborateur, toutes ces promesses s'envolent. Là, le candidat, il va être déçu et il va partir. Surtout sur un métier aussi particulier que celui de soldat. C'est quand même le service des armes de la France, avec il faut que ce jeune, il est bien appréhendé dès le départ, qu'en fait, on va lui demander de remplir des missions où il va être amené à donner la mort, potentiellement à donner la mort et potentiellement à la recevoir pendant la mission. C'est quand même pas une mince affaire. Il faut que ce jeune, il soit bien convaincu de cette exigence. Sur les 16 000, c'est vraiment la très très large majorité des profils, c'est-à-dire le fonction support et administrative, c'est une minorité. Alors, nous, on n'a qu'un seul métier, c'est celui de soldat. Ça, on insiste, c'est un des fondements de notre marque employeur qu'on a beaucoup travaillé. C'est vraiment le fondement. Nous n'avons qu'un seul métier, c'est celui de soldat, la capacité de prendre les armes et de combattre. C'est une approche intéressante, effectivement, parce qu'on a trop tendance à dissocier. C'est vrai que quand on fait de l'analytique, on se dit, tiens, d'un côté, il y a le back-office, puis de l'autre côté, il y a le personnel de prod, et c'est peut-être effectivement une erreur. Surtout chez nous, ça ne peut pas marcher, puisqu'en fait, un cuisinier, pour rejoindre, par exemple, je vais prendre un exemple pour illustrer, un cuisinier, un mécanicien, pour rejoindre sa base, il va être dans un convoi, et le convoi peut très bien être attaqué. Et donc, il faudra qu'il soit en mesure de combattre comme n'importe quel soldat. Et donc, il n'y a pas cette distinction, il n'y a qu'un seul métier. Ensuite, on leur propose plus d'une centaine de spécialités, bien sûr, parce qu'il faut faire vivre ces structures combattantes. Donc, on a besoin d'électriciens, d'informaticiens, de mécaniciens. Et donc, le travail doit se faire dans un premier temps sur l'acceptation, sur la compréhension de ce métier de soldat, et ensuite sur l'orientation vers la bonne spécialité.